J'étais à un pas de la porte du bureau quand j'ai entendu la voix de mon père. Pas en colère, juste sûre de lui. Ta sœur, elle ne recevra pas un seul centime. Elle est écartée. Je me suis arrêtée net. Le couloir semblait plus froid qu'une seconde auparavant. Ce genre de froid qui ne vient pas de la climatisation, mais de la certitude que certaines choses ne pourront jamais être défaites. J'aurais dû entrer. J'aurais dû dire quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. À travers l'interstice de la porte, j'ai vu mon père, Richard Morgan, appuyé contre le dossier de sa chaise de bureau, en train de parler à ma sœur cadette, Mélissa. Elle a hoché la tête une seule fois, sans dire un mot. Ma mère, Janice, se tenait derrière eux, les bras croisés, et elle souriait. Pas un sourire de joie. Non, c'était autre chose. Un sourire pincé, maîtrisé. Le genre de sourire qui dit « ça a marché ». Je ne me souviens pas d'avoir reculé. Je sais juste que je ne suis pas entrée dans cette pièce. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas supplié. Je suis passée devant mon ancienne chambre pour rejoindre la chambre d'amis où je séjournais. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai transféré chaque centime que j'avais d'épargne, placement, même l'argent d'urgence vers un fonds privé dont ils ne connaissaient pas l'existence. Un compte que j'avais ouvert des années auparavant, sur une intuition que je n'avais jamais vraiment comprise. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je connaissais le second trust. Celui que ma grand-mère, Margaret Morgan, avait créé juste avant sa mort, celui dont elle ne leur avait jamais parlé. À moi, seulement. Il venait d'arriver à maturité, et il n'était pas petit. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas crié, ni rien jeté. Je suis juste restée là, à fixer l'écran illuminé de la confirmation de transfert, réalisant qu'un changement venait de s'opérer. Je n'étais plus leur fille. J'étais celle qu'ils pensaient incapables de gagner. Et ça, ce serait leur deuxième erreur. Mais tout n'a pas commencé avec cette conversation. Avec du recul, je crois qu'ils m'effaçaient déjà bien avant de le dire à voix haute. C'était dans la photo de Noël que maman a envoyée l'an dernier, celle qu'elle avait légendée, famille Morgan, pleine d'amour. Je n'y figurais pas. J'étais arrivée 2 jours plus tôt, j'avais préparé 3 tartes, emballé les cadeaux jusqu'à en avoir des crampes aux doigts. Mais quand j'ai demandé pour la photo, elle m'a répondu. Oh chérie, on l'a prise pendant que tu faisais des courses. J'ai complètement oublié. Je me suis dit que ce n'était pas important. Puis il y a eu les changements subtils. Papa, toujours pragmatique, toujours contrôlant, a commencé à dire des choses comme « Tu es trop émotive pour gérer les affaires de la succession. » Ou encore « Ce genre de choses demande une tête rationnelle. » Mélissa, ma sœur cadette de 4 ans, ne répondait plus à mes messages sauf quand elle avait besoin de quelque chose, un document, un service, un prêt. Son ton était toujours léger, comme si on était encore proche. Mais cette proximité sonnait creux. Et Chase, notre cousin élevé presque comme un frère, avait commencé à m'appeler « la martyre ». Il disait ça en souriant, mais je sentais l'ironie tranchante dessous. Malgré tout, je continuais à être là. J'étais présente quand grand-mère est tombée pour la 3e fois. J'étais là, dans la chambre de soins palliatifs, lui lisant des histoires d'une voix brisée et des yeux fatigués. J'ai quitté mon poste de consultante pour aider papa lors de son opération au printemps dernier. J'ai payé la facture d'électricité quand Mélissa avait atteint le plafond de ses cartes. J'ai couvert Chase quand ses dettes de jeu sont reparties en vrille. Ils ne m'ont jamais remercié. Ils ont juste laissé faire, comme si c'était normal. Et peut-être que c'est là que j'ai fait mon erreur. J'ai confondu être utile avec être désiré. La vraie coupure est venue la nuit où j'ai entendu la 2e conversation, celle que personne ne savait que j'avais surprise. La porte du bureau de papa était entr'ouverte, et sa voix résonnait, comme toujours, quand il pensait qu'il n'y avait personne. « Ne lui parle pas du compte, a-t-il dit. On dira qu'il a été fermé. On se le partage. Claire est dehors. Elle a été un fardeau bien trop longtemps. Fardeau. Ce mot m'est resté. Il a résonné plus fort que n'importe quelle porte claquée ou insulte criée, car il signifiait que tout ce que j'avais fait, les soins, les nuits blanches, le silence, ne m'avait pas donné une place. Cela m'avait rendu jetable. Je suis restée debout dans ce couloir, à respirer. Pas parce que j'avais peur, mais parce qu'une partie de moi se brisait, celle qui voulait encore croire que tout cela n'était qu'un malentendu. Que peut-être, le deuil les avait changés. Mais ce n'était pas le deuil. C'était la cupidité. Et il ne la cachait plus. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas par peur, ni même par colère.
Mais parce que je n'arrêtais pas d'entendre sa voix douce, rauque et faible depuis son lit d'hôpital. Un jour, ils se retourneront contre toi. Quand ce moment viendra, ouvre le tiroir du bas. À l'époque, je pensais qu'elle parlait d'un objet sentimental, un souvenir, peut-être une lettre. Mais maintenant, je comprenais. Elle avait vu venir tout ça. Elle les avait vus tels qu'ils étaient, même quand moi je continuais à leur donner le bénéfice du doute. Le tiroir était dans son ancienne chambre en acajou, coin supérieur gauche de son bureau, celui que personne n'avait touché depuis les funérailles. Je l'ai ouvert lentement, m'attendant à ce qu'il soit vide. Mais il ne l'était pas. À l'intérieur. Une petite clé USB. Une lettre pliée, écrite dans son écriture cursive inimitable. Et une enveloppe crème, scellée avec un tampon notarial. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert la lettre. Claire, si tu lis ceci, c'est qu'ils ont déjà agi. Le sang ne fait pas d'eux des êtres dignes. L'amour ne fait pas d'eux des gens loyaux. Prends ce qui est à toi et ne t'excuse pas. Grand-mère. Ce n'était que 4 lignes, mais elles sont tombées comme la foudre. Je l'ai relue. Puis encore. Je ne pleurais pas encore, mais je sentais quelque chose changer. Pas de la tristesse, ni même de la rage. De la détermination. L'enveloppe contenait une version modifiée de son testament signé, témoigné, et notarié 2 semaines avant sa mort. J'ai lu chaque mot, lentement, attentivement. Elle me léguait 51% du contrôle de l'entreprise familiale. La procuration sur le trust personnel de papa. 2 biens locatifs dans l'Oregon. Et un compte d'investissement bloqué d'une valeur de 1,2 million de dollars. Elle n'avait pas tout partagé équitablement. Elle n'avait pas essayé de faire plaisir à tout le monde. Elle m'avait choisi. Pas parce que j'étais meilleure, mais parce que j'étais restée. Parce que j'avais écouté. Parce que j'avais essuyé sa bouche et tenu sa main quand personne d'autre ne le faisait. Elle ne m'avait pas laissé du pouvoir. Elle m'avait laissé une preuve. Que je n'étais pas folle. Que je n'imaginais pas la distance, le silence, ou les sourires narquois à travers la table. Que, quelque part au milieu de leur manigance, elle avait tracé une ligne et m'avait placé du côté de la vérité. Je suis restée longtemps à contempler ça. Sans bouger, tenant simplement l'enveloppe comme si elle allait disparaître si je clignais des yeux. Il voulait que je parte. Très bien. Qu'ils jettent l'allumette. Je réduirai leur plan entier en cendres. Le lendemain matin, je suis descendue à la cuisine comme si rien n'avait changé. Papa Richard était assis en bout de table, feuilletant des rapports financiers. Mélissa faisait défiler son téléphone, mâchant son toast comme si c'était important. Maman Janice était debout près de l'évier, fredonnant doucement en remuant son thé, la même mélodie qu'elle utilisait toujours quand elle pensait avoir gagné. Bonjour, ai-je dit. Papa ne leva même pas les yeux. On est occupé, Claire. Tu peux nous laisser une minute? J'ai souri. Froidement. Maîtrisé. Bien sûr. Je voulais juste vous dire félicitations. Là, il a levé les yeux. Son stylo à la main, les sourcils froncés. Félicitations pourquoi? J'ai posé l'enveloppe sur la table. Pour m'avoir tout remis. La main de maman a sursauté. Le thé s'est renversé sur le plan de travail. Elle ne bougea pas pour l'essuyer. Elle resta juste là, à me fixer. De quoi tu parles? Demanda-t-elle. J'ai ouvert l'enveloppe, sorti le testament modifié et l'ai posé à plat entre le beurrier et le café noir de papa. Mélissa a arrêté de faire défiler. Papa s'est levé lentement, lisant la première ligne. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en sortit. C'est pas, commença maman. Pas réel? Ai-je dit calmement. Signé, notarié, avec témoin. Je me suis tournée vers papa. Tu te souviens de Beverly? L'amie de grand-mère de son groupe de prière? Elle a co-signé 2 semaines avant que grand-mère ne parte. Personne ne parla. On dirait qu'elle ne faisait pas confiance au reste d'entre vous. Papa a grogné, pas fort, mais profondément. Tu as volé ça. Non, ai-je dit, la voix ferme. Je l'ai mérité. Le silence s'est étendu. Épais. Désagréable. Je ne l'ai pas ressenti. Je les ai laissés y rester. Dans la perte. Dans le choc. Dans ce moment où ils ont compris que les règles avaient changé. Vous pensiez que je partirais tranquillement, ai-je dit. Que vous pourriez m'effacer avec un sourire et une serviette pliée à Thanksgiving. Mais vous m'avez sous-estimé. Papa a avancé d'un pas, le doigt levé.
Tu vas m'écouter. Non, ai-je dit, plus fort mais toujours posé. C'est vous qui allez m'écouter. Le compte que vous avez essayé de cacher? Je l'ai. J'ai lancé une enquête bancaire dès que j'ai entendu ton petit discours hier soir. Le visage de Mélissa est devenu livide. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je l'ai regardé. Ton héritage, ai-je dit, vient de glisser entre tes doigts. La lèvre de maman trembla. On est ta famille. Non, ai-je dit. C'est une leçon. Puis je suis sortie. Pas en courant, pas en fuyant, simplement en revendiquant ce territoire qu'il ne pensait jamais que j'oserais occuper. Le bureau sentait encore mon père cuir ancien, café fort, et l'amertume légère d'une eau de Cologne qui restait trop longtemps. Je n'étais pas entrée dans la salle de réunion depuis mes 22 ans, la dernière fois où j'avais proposé d'aider à organiser un séminaire d'entreprise, et qu'on m'avait dit de laisser faire les vrais professionnels. Mais ce lundi matin, je suis passée par la porte d'entrée, et salué la réceptionniste, qui a cligné 2 fois des yeux avant de me reconnaître et y continuer jusqu'à la salle de réunion. Les associés de papa étaient déjà là, Thomas, Marianne, quelques nouveaux visages. Chase aussi, en blazer sur mesure, avec ce même air arrogant qu'il adoptait toujours quand il croyait avoir le dessus. Il n'a pas levé les yeux. Je suis allée en bout de table et me suis assise. Sa tête s'est tournée vers moi comme tirée par un fil invisible. « Tu n'as rien à faire ici », marmonna-t-il. J'ai fait glisser les documents de propriété sur la table. Selon ceux-ci, j'ai exactement ma place ici. Ils ont lu en silence, attentivement. Thomas s'est éclairci la gorge. On n'a pas été informé de ce changement de direction, dit-il. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Maintenant, c'est fait. La pièce était encore en train de digérer l'information quand la porte s'est ouverte à la volée et que papa a fait irruption 10 minutes en retard, haletant. Ses yeux ont balayé la pièce et se sont arrêtés sur moi. Il s'est figé au milieu du pas. C'est une prise de pouvoir hostile, lança-t-il. Non, ai-je dit. C'est une correction. Il s'est approché de la table et a frappé du plat de la main contre le bois. Tu n'as pas l'expérience. J'ai l'autorité, ai-je répondu. Mais à partir d'aujourd'hui, toute transaction de plus de 10 000 $ passe par mois. Le visage de Chase est devenu cramoisi. Tu crois que tu vas gérer ça mieux que papa? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Sachant que tu utilises les fonds de l'entreprise pour rembourser tes dettes de poker? Oui. Je pense que j'ai une vraie chance. Une inspiration aiguë s'est fait entendre au bout de la table. Un membre du conseil a commencé à murmurer à un autre. Un téléphone est apparu sur une cuisse, à demi caché. Papa ne bougeait plus. Il s'est simplement effondré dans sa chaise, comme si tout l'air de la pièce s'était évaporé. Ce n'est pas une question de pouvoir, ai-je dit. C'est une question de transparence. Ce que cette entreprise n'a plus vu depuis que grand-mère a quitté son poste. Thomas hocha lentement la tête. Elle disait toujours que tu étais celle qui posait les vraies questions. Je lui ai adressé un sourire discret. Elle m'a bien formé. Quand la réunion s'est terminée, la plupart sont partis rapidement tête baissée, pas pressés. Mais papa est resté. Il m'a suivi dans le couloir. Tu vas vraiment faire ça, demanda-t-il. C'est toi qui l'as déjà fait, répondis-je. Le jour où tu as décidé que j'étais jetable. Il avait l'air épuisé d'une manière que je n'avais jamais vue. Pas en colère, pas menaçant, juste vidé. Tu vas le regretter. Je me suis arrêtée, la main posée sur la poignée de la porte de mon bureau. Non, papa. Ce que j'ai regretté, c'est de vous avoir fait confiance. Ça, c'est le remède. Cet après-midi-là, j'ai appelé l'équipe d'audit. On a commencé avec les comptes liés à Chase, puis on a élargi aux sociétés écrans de papa, et enfin au contrat de consultation de maman. Les dossiers se sont empilés. Nom propre, argent sale. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose en moi, pas de la satisfaction, ni de la vengeance, de la clarté. Les rapports d'audit sont arrivés plus vite que prévu, et pire que je ne l'avais imaginé. Ligne après ligne de virements étiquetés, consultations envoyées directement sur le Venmo personnel de Chase. Location de matériel fictive. Paiements offshore sous la LLC de papa. Un compte à 6 chiffres intitulé Golden Sun Venture, relié directement au nom de ma mère. Ce n'était pas de la simple mauvaise gestion. C'était intentionnel, coordonné. Ils n'avaient pas seulement essayé de m'exclure. Ils étaient en train de vider la société jusqu'à la moelle. Je suis restée à mon bureau longtemps après que tout le monde soit parti.
Les doigts froids sur le clavier, je faisais défiler page après page de pourriture financière déguisée en stratégie. Ce n'était pas juste une trahison. C'était du vol prémédité. J'ai rassemblé les documents et les ai envoyés à l'équipe juridique avec un objet en une ligne, procédé. Ce soir-là, Chase s'est présenté au bureau sans y être invité. Sa chemise était froissée. Il ne s'était pas rasé. On aurait dit que les murs se refermaient sur lui. Tu vas détruire nos vies, cracha-t-il. Je n'ai même pas levé les yeux de mon écran. Vous l'avez fait vous-même. Moi, je ne fais que vous tendre un miroir. Il s'est penché en avant, la voix tremblante. Tu crois que ça fait de toi une héroïne? Tu es en train de détruire ta propre famille. Je me suis levé lentement, calmement. Une vraie famille ne construit pas un empire sur des mensonges. Une vraie famille ne t'efface pas en appelant ça de la loyauté. Et une vraie famille ne sourit pas en disant à ta sœur de t'écarter. Son visage est devenu livide. Il a ouvert la bouche pour parler. Oui, dis-je. J'ai entendu cette conversation. Mot pour mot. Il a tenté de se rattraper, de minimiser. Il avait toujours une excuse. Mais je l'ai interrompu. Tu as falsifié la signature de grand-mère sur un formulaire de retrait. C'est un crime. Il s'est tu. Je t'ai donné une chance de t'en sortir proprement, dis-je. Tu es resté. Maintenant tu assumes les conséquences. Sa voix s'est brisée. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je ne suis pas obligé, répondis-je. J'en ai envie. Il est parti sans un mot de plus. Plus tard dans la nuit, mon avocate m'a appelé. Nous sommes prêts à déposer des charges criminelles. Tu veux aller jusqu'au bout? Je suis allé jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé l'enseigne de l'entreprise, autrefois un symbole de fierté, aujourd'hui juste un nom gravé sur des décennies de tromperie silencieuse. Oui, ai-je dit. Aucun arrangement, aucun silence. On fait tout selon les règles. Je veux que la vérité soit écrite noir sur blanc. Au lever du soleil, le site de l'entreprise avait un nouvel onglet Direction. Mon nom, ma photo, ma mission. En dessous, une citation de grand-mère, si tu ne peux pas faire confiance aux fondations, arrache-les et recommence à zéro. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Arracher la pourriture. Brique par brique, nom par nom. Le message est arrivé juste après midi. 1 heure. Sans avocat. Tu me dois bien ça. Je ne lui devais rien. Mais j'ai dit oui. On s'est retrouvés dans le vieux jardin de l'église derrière Sainte-Marie, celui où grand-mère s'asseyait quand elle pouvait encore marcher. Le même endroit où maman faisait semblant de s'occuper des rosiers pendant qu'elle appelait l'avocat de la succession qu'elle jurait à peine connaître. Elle était déjà assise quand je suis arrivée. Chemisier blanc, ligne nette, trop calme. Elle avait l'air de quelqu'un qui s'apprête à donner une conférence de presse, pas à parler avec sa fille. Je ne me suis pas assise. Je dois te reconnaître quelque chose, dit-elle. Je t'ai sous-estimé. Tu l'as toujours fait, répondis-je. Elle sourit à peine, les yeux toujours tournés vers la chapelle. Tu ne voulais pas protéger ta grand-mère. Tu voulais me détruire. Non, dis-je. Tu t'es détruite toute seule. Elle s'est alors tournée vers moi hautement. Son visage ne s'est pas fissuré. Pas encore. J'ai fait tourner cette famille, dit-elle, plus acérée. J'ai veillé à ce que ton père ne perde rien après sa 3e faillite. J'ai comblé les trous. J'ai géré Chase, et toi. Je n'ai pas bronché. J'étais la seule à ne pas mentir, ai-je répondu. Elle s'est redressée lentement, a épousseté sa jupe comme si elle finissait juste un travail au jardin. Tu vas gagner, a-t-elle dit. Nous le savons toutes les deux. Elle s'est approchée. Mais que se passera-t-il après? Tu crois que tu trouveras la paix? Tu crois que grand-mère souhaitait ce cirque? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu la femme que j'aimais jadis essayer de masquer ses tresses ou quelque chose de doux, mais ça ne collait plus. Non, ai-je dit. Mais elle aurait voulu la vérité. Et elle aurait été fière que j'ai enfin arrêté de m'excuser d'exister. Pendant un instant, juste un éclair, sa bouche s'est tendue, non de colère, mais proche de la douleur. Puis c'est passé. Elle s'est penchée, voix à peine audible. Tout s'effondre, clair. Même la vérité. Attends. Je suis restée silencieuse. Je ne suis pas restée pour savoir ce qu'elle voulait dire. Je me suis retournée et je suis partie avant qu'elle ne transforme ça en avertissement, en menace ou en supplication. Je n'avais plus besoin de ses fins. La salle d'audience était plus froide que ce à quoi je m'attendais.
Pas en température, l'air lui-même semblait différent. Tendu, immobile, comme si jusqu'au mur attendait d'entendre ce qui ne pouvait plus être retiré. Ma mère, mon père et Mélissa étaient assis côte à côte. 3 visages, 3 masques, 3 fantômes d'une famille en laquelle je croyais autrefois. Quand on a appelé mon nom, je me suis levée, j'ai avancé, j'ai levé la main et j'ai juré ma vérité. Je parlais sans trembler. Pas parce que je n'avais pas peur, j'avais peur, mais parce que la peur ne me contrôlait plus. J'avais vécu dans le silence qu'ils avaient construit. À présent, je parlerai dans une pièce qu'ils ne pourraient plus faire taire. J'ai exposé la chronologie, les transferts de comptes, les retraits falsifiés, les LLC que papa avait montés sous de fausses identités, les contrats de consulting versés à la société écran de maman, les alertes bancaires que j'ai déclenchées dès que j'ai entendu qu'on me mettait dehors. Puis je me suis arrêtée. Avant qu'elle ne meure, ai-je dit, ma grand-mère m'a légué autre chose. J'ai sorti la clé USB et l'ai remise à l'huissier. Le système audio a cliqué. La salle attendait. Puis est venue la voix, faible mais ferme, fatiguée par le temps mais reconnaissable. Claire, s'ils essaient de t'écarter, ne les laisse pas faire. Tu es l'avenir de cette famille. Pas leur version. La tienne. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Même pas papa. Quand c'était au tour de maman, elle s'est levée comme elle le faisait toujours à l'église, lentement, gracieuse, calculée. Nous ne voulions pas lui faire de mal, a-t-elle dit. Nous voulions la protéger. Elle a toujours été sensible. J'ai ri à haute voix devant le juge. Pas par manque de respect, par clarté. Maintenant, on appelle ça effacer quelqu'un. Sensibilité? Le juge n'a même pas bronché. Mélissa a baissé les yeux. Papa a gardé le regard vers le sol. Quand le témoignage s'est terminé, l'argent importait à peine. Il ne s'agissait plus d'héritage. C'était une question de dignité, de mémoire, d'être reconnu. Le marteau est tombé. Contrôle total et définitif de la succession, à moi. Mélissa a été condamnée à restituer pour usage illégal des fonds de l'entreprise. Mes parents ont été retirés à jamais de tous les rôles fiduciaires liés au trust, à l'entreprise et aux actifs familiaux. C'était officiel. C'était public. C'était irréversible. Dehors, les journalistes attendaient comme des oiseaux flairant le sang. Micro, caméra, questions auxquelles je ne répondrai pas. Je les ai contournées droit, silencieuses. Je ne leur devais pas ma colère. De retour dans le chalet du lac, j'ai ouvert le journal de grand-mère à la page que j'avais marquée des mois auparavant. Elle y avait écrit. Parfois, il faut drainer le sang pour guérir un corps. Les familles ne font pas l'exception. Je suis restée sur la véranda jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les arbres. L'air sentait la pinède et la mémoire. Ils avaient essayé de me creuser une tombe, dans ce geste, ils m'avaient tendu la pelle. Mais je n'ai pas creusé un trou. J'ai bâti des fondations. Lundi matin, la transition était complète. Les actes, les titres, les noms sur les documents, tout était à moi. Le chalet au bord du lac restait silencieux dans la brume d'un début d'automne. Les feuilles jaunes flottaient sur les marches d'entrée comme si quelqu'un les aurait laissées tomber avec délicatesse. À l'intérieur, l'air ne semblait pas vide, juste inoccupé, comme s'il attendait. L'entreprise portait désormais ma signature. Les comptes portaient mon nom. L'héritage qu'ils avaient tenté d'effacer était paradoxalement sauvegardé par la seule personne qu'ils avaient rejetée. Je n'ai pas organisé de fête. Je n'ai appelé personne. J'ai ouvert la vieille malle en cèdre de grand-mère, posé le testament modifié à côté de son journal, puis refermé le couvercle. Sans discours, sans adieu, juste l'acte discret de rendre ce qui appartenait à sa place. Cette nuit-là, j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Je n'avais plus peur. Il n'y avait plus de voix derrière les murs, plus de pas dans le couloir, juste le souffle léger du vent sur le lac et le souvenir de celle qui croyait en moi avant que je ne croie en moi-même. Ils avaient essayé de m'enterrer. Ils m'avaient qualifié de faible, d'émotive, de fardeau. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils m'effaçaient, ils m'affûtaient. Chaque silence imposé devenait une phrase que je prononcerais un jour à haute voix. Et quand ils m'ont finalement tendu la pelle, celle qu'ils pensaient que j'utiliserais pour disparaître silencieusement, je n'ai creusé aucun trou. J'ai construit quelque chose de plus fort. Aujourd'hui, la maison porte mon nom. L'entreprise reflète mes valeurs. Et je dors les fenêtres ouvertes. Pas parce que je leur ai pardonné. Pas parce que j'ai oublié.